Il n'est qu'un barman. C'est ce que mon père, Richard Hay, a dit lorsque je suis entré, assez fort pour que tout le monde entende, comme s'il voulait que ces mots me collent à la peau pour toujours. Ma mère, Linda, a ri. Ma sœur, Emily, a détourné le regard, et la pièce a continué de tourner autour de leur fierté comme si rien ne s'était brisé, mais quelque chose s'était bel et bien fissuré. Quelque chose en moi s'est rompu quand le nouveau mari de ma sœur m'a serré la main et s'est figé. Son sourire s'est effacé. Il m'a cherché sur Internet, et en quelques secondes, toute la salle s'est tue. La voix de mon père, celle qui remplissait toujours chaque espace, s'est éteinte sous le poids d'une vérité qu'il n'a jamais pu contrôler. Je ne me contentais pas de préparer des cocktails. J'ai bâti l'empire derrière le verre qu'il tenait. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que tu es là avec moi. Dis juste, j'écoute, dans les commentaires ou dis-moi d'où tu viens. J'aime savoir jusqu'où mes mots voyagent. Parfois, même la plus petite connexion suffit à donner à une histoire le sentiment d'être entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Si tu veux marcher avec moi à travers ces récits où le silence se brise et où la vérité parle plus fort que l'orgueil, n'oublie pas de t'abonner. Je m'appelle Ethan Hay et voici l'histoire du mariage qui a tout changé. J'ai atterri à Asheville avec un bagage cabine et une promesse faite à moi-même, me présenter, dire félicitations et partir avant le dessert. La voiture de location ronronnait sur un chemin de gravier bordé de rangées de vignes de fin d'été. Breerood Hall brillait au loin, carte postale d'une vie qui n'avait jamais été la mienne. L'enveloppe reposait sur le siège passager, lourde de lettres en relief et de cette douce insulte que je ne pouvais ignorer, mon nom, sans accompagnant. Je l'ai effleuré du pouce, puis j'ai vérifié mon téléphone. Un message de Seattle éclairait l'écran, le nouveau lot de Riverstone avait passé le contrôle qualité, les palettes étaient prêtes pour le distributeur en France. L'équipe d'expédition attendait mon accord final. Le vrai pouvoir vivait dans les entrepôts, les signatures et les gens ponctuels, pas dans les pièces où ma famille prétendait que je n'existais pas. J'ai appuyé sur « Approuver », rangé le téléphone et marché vers le vent chargé de champagne, d'herbes coupées et du bourdonnement de la fierté des autres. À l'intérieur de Breerood Hall, tout n'était que plafond voûté et lustre de verre assez massif pour écraser une voiture compacte. L'air du cocktail pétillait de rire de l'un, cette énergie étudiée que les gens réservent aux soirées où ils savent qu'on les observe. Je longeais les murs, laissant la pièce se dérouler sans moi, jusqu'à ce qu'un éclat de rire trop fort accroche la voix de mon père. Richard Hay parlait comme un homme payé au décibel. Il tenait un demi-cercle de parents près d'une table d'appoint et portait ce sourire satisfait qu'il arborait chaque fois qu'il pensait instruire l'audience. Il sert toujours des cocktails dans ses clubs de sous-sol, a-t-il dit, amusé, comme si j'étais une anecdote dont il connaissait la chute par cœur. Un cousin que je reconnaissais à peine a ricané au bon moment. Ma mère, Linda, a levé la main vers ses perles et a ri comme on essuie une tache sur du cristal. Je ne les ai pas corrigées. Je ne me suis même pas arrêté. J'ai simplement laissé les mots me traverser comme j'avais appris à le faire depuis des années, en gardant mon corps hors de leur lumière. Le couloir latéral s'ouvrait sur une antichambre où un bar mobile avait été roulé sous une arche en stuc. Une petite pancarte sur le comptoir a arrêté mon pas, Tequila Maison Riverstone Blanco. Quelqu'un l'avait placé bien au centre, les lettres sérifées nettes et tranquilles comme un battement de cœur. J'ai observé les avant-bras tachetés du barman, ses manches retroussées, verser la bouteille sur de la glace fraîche et faire glisser un shot vers un invité en satin bleu marine. D'où, a-t-il dit, presque fier. Je ne me suis pas présenté. Pas encore. J'ai écouté le battement sourd de la basse sous le plancher, la condensation froide sur le col de ma propre bouteille, et la manière dont le destin dépose parfois ton logo exactement dans la pièce où l'on t'a toujours pris pour moins que ce que tu es. De la grande salle, des applaudissements ont monté puis retombé. Je suis revenu juste au moment où le maître de cérémonie appelait les mariés pour vérifier le plan de table. Emily, ma sœur, celle qui me volait mes sweets et me demandait de goûter sa pâte à cookies, est apparue dans une robe qui semblait couler sur elle. Le bouquet tremblait dans ses doigts. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle s'est arrêtée une fraction trop longtemps. Le léger choc de la reconnaissance, le calcul, le regard par-dessus mon épaule pour voir qu'il avait vu me voir. On fait juste une vérification rapide, a-t-elle dit, mais à la pièce, pas à moi. Le maître de cérémonie l'a appelée à avancer. Elle s'est tournée, et la traîne de sa robe a glissé derrière elle comme un secret qu'elle ne voulait pas garder. J'ai trouvé mon nom sur une table du fond, sous une applique murale, l'équivalent social d'un placard à balai. Cela m'a fait sourire.
Place quelqu'un assez longtemps dans un coin, et il apprendra à devenir sa propre porte d'entrée. Sur la nappe, près de mon carton de place, un petit menu imprimé reprenait le même logo que celui du bar. Il était impossible que Richard ait choisi Riverstone exprès. Il se vantait toujours de vins importés dont les voyelles lui permettaient d'exagérer son accent. Quelqu'un du personnel du lieu avait simplement fait son travail, livré un produit de qualité à temps. Rien à voir avec la famille, tout à voir avec le travail. J'ai glissé le menu dans la poche de ma veste comme on glisse la preuve d'une blague intime. Je me suis relevé, me fondant de nouveau dans la périphérie, laissant la lumière du lustre se briser sur mon épaule à chaque pas, respirant plus lentement. La brûlure de son rire s'était déjà dissipée, laissant la vérité plus froide que j'étais venu servir. Je ne gagnerai pas une dispute ce soir-là. Je laisserai la gravité le faire pour moi. Les emails de Seattle, la carte gaufrée sans accompagnant, le fait que la tequila de la maison soit Riverstone Blanco, 3 lignes discrètes qui, ensemble, formaient une phrase que même mon père Richard devrait lire. J'ai décidé de rester juste assez longtemps pour voir l'histoire se retourner d'elle-même. Si le bar était la scène où la vérité jouait le mieux, quelqu'un d'autre tirerait le rideau. Le trio de jazz avait changé pour un air léger et habile quand les jeunes mariés eurent fini leur tour d'embrassade familiale. Les serveurs glissaient entre les grappes de paillettes et d'épaules en smoking avec des plateaux de mini-crab cake et de tartelettes qui prétendaient être un dîner. Sous les tables, des écrans éclairaient des visages par en dessous, petite lune privée. Je finissais une eau gazeuse quand Emily est arrivée, son mari à ses côtés. « Voici mon frère », a-t-elle dit rapidement, comme si elle essayait le mot en public pour la première fois. Andrew Cole était le genre d'homme qui croit davantage aux données qu'aux histoires. Il avait la carrure d'un abonnement à la salle de sport et le calme de celui qui repère toujours les sorties de secours. Sa main était sèche et ferme. Il a souri comme on sourit à quelqu'un qui ne restera pas longtemps. « Enchanté de te rencontrer enfin », a-t-il dit. Il a maintenu la poignée un peu trop longtemps, ce bref test de force entre hommes, puis a lâché et a continué de me regarder. « Vous » a-t-il commencé avant de s'interrompre. Et l'espace d'un instant, la curiosité a viré à la prudence. Il est revenu vers son terrain sûr, il a tourné légèrement le poignet pour capter la lumière sur le verre de sa montre, s'en servant pour masquer l'angle de son téléphone. J'ai vu le reflet minuscule défiler, les lettres s'éclairer, mon nom, puis l'entreprise, puis un titre placé par d'autres, dans des salles bien loin d'ici. Son sourire est tombé sans éclat, comme un projecteur qui refroidit. Une pâleur est montée de son col vers ses joues, marée rencontrant une rive inattendue. « Je vais juste prendre un verre », a-t-il dit d'une voix trop mince, celle qu'on a quand le sang dans les oreilles couvre la musique. Il a tapoté la main d'Emily contre son bouquet, comme pour dire « Je reviens tout de suite », puis il a disparu sous l'arche où attendait le bar mobile dans sa flaque de lumière jaune. Emily a tourné vers moi ce sourire d'apparat de mariée qui se fissure. « Qu'est-ce que tu lui as dit » demanda-t-elle, mi-accusation, mi-supplique. Je n'ai rien eu le temps de dire, ai-je répondu. Elle m'a scruté comme s'il y avait un examen caché dans mon visage et qu'elle n'avait pas révisé. Quelqu'un a crié son nom depuis l'estrade. Elle a jeté un regard par-dessus son épaule. Quand elle s'est retournée, ses yeux ont glissé vers le carton de place plié dans ma main, le bord du menu dépassant de ma poche, puis, sans le vouloir, par-dessus mon épaule en direction du bar. Elle a laissé la question en suspens et s'est éloignée, le bouquet levé comme un bouclier. Je suis resté là, ni détendu ni raide, simplement présent. Le secret pour survivre dans une pièce qui ne veut pas de toi, c'est de refuser d'en sortir. Au bar, le barman a posé une bouteille dans un bruit sourd que j'ai senti vibrer dans mes côtes. Il parlait à Andrew Cole. Le bras tacheté désigna le Riverstone Blanco, le goulot clair vibrant dans l'air climatisé. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots, je connaissais le scénario. Nous avions appris à nos partenaires à dire les bonnes phrases, parce qu'un bon liquide mérite un bon langage. Le barman sourit. Andrew, non. Son regard glissa au-delà de l'étiquette vers l'arche où je me tenais, puis revint à son téléphone qu'il leva de nouveau pour confirmer ce que son instinct savait déjà. C'est ainsi que la mèche s'alluma. Pas par une annonce, pas par moi, mais par la curiosité. Par un homme habitué à vérifier les faits, découvrant qu'il s'était marié dans un récit qui ne résistait pas à une simple recherche. Il quitta le bar sans boire et rejoignit la longue table où ses témoins distribuaient compliments et serviettes comme des cartes à jouer. Il se pencha, épaule contre épaule, murmura une seule phrase, retourna son écran pour qu'un autre voie. La bouche du témoin forma un O, cette voyelle universelle de la surprise. Puis il se redressa,
plus raides. Les téléphones sortirent comme des parapluies à la première goutte froide, sous les tours fleuries et la lumière tamisée. Les visages se baissèrent, défilèrent, se relevèrent vers moi, puis redescendirent. J'observais la salle dans les reflets d'un seau à champagne, dans la profondeur silencieuse d'un buffet laqué, dans la minuscule planète convexe d'un bouton de manchette. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais, mais quelque chose de plus calme, plus précis, comme un poids retrouvant enfin son étagère. Derrière moi, un serveur glissa un plateau d'amuse-bouche, et l'odeur de citron vert et de poivron rôti fendit l'amidon de la soirée. J'inspirai et souris, car même l'air semblait désormais prononcer mon nom. Émilie reparut, interceptant Andrew. Il parlait avec l'urgence de celui qui tente d'étouffer une histoire avant qu'elle ne déborde. Elle me lança un regard qui heurta le mien avant de fuir. Et ce n'était plus seulement de l'inquiétude sur son visage, c'était le premier tremblement d'une vérité qui se redresse. Son regard glissa vers ma poche de veste où dépassait encore le coin du menu, Tequila Maison Riverstone Blanco. Je ne bougeais pas. Je la laissais faire le calcul, se souvenir des photos publiées à Noël, légendées, toute la famille, malgré un vide évident. L'invitation à la fête de fiançailles que je n'avais jamais reçue. La trame d'exclusion polie, coulée et polie jusqu'à ressembler au goût plutôt qu'à la cruauté. Un témoin effleura mon épaule d'un air désolé, et, dit-il, comme si nous avions été amis dans une autre vie, marque de fou. On l'a guettée à Orlando. Elle est partie vite. Il attendit que je revendique ce qu'il était venu confirmer. Quand je ne dis rien, il me fit un signe bref, message reçu, et porta la nouvelle plus loin. Dans un coin, ma mère Linda regardait, le sourire crispé d'une femme qui tente de lisser une nappe déjà tachée. Elle avait toujours su remettre les pièces en place. Ce soir, la salle le faisait seule, ramenant les histoires à leur juste ordre, un résultat de recherche à la fois. De l'autre côté, Andrew s'arrêta de nouveau près du bar. Il fixa l'étiquette comme si elle allait cligner. Le barman dit quelque chose. Andrew secoua la tête. Le jazz passa sur un standard, et j'entendis un vers sur la vérité sous mes pieds. Je pensais aux vignobles dehors, aux avions, aux palettes, aux salaires qui m'attendaient dans des lieux où le travail comptait plus que le nom de famille, à la carte embossée sur le siège passager et au +1 manquant qui m'avait tout dit sur ceux qui l'avaient envoyé. Émilie fit un pas vers moi, mais le maître de cérémonie appela les discours et la foule se tourna vers l'estrade. Les lustres s'adoucirent dans cette pénombre romantique qui rend la croyance plus facile. Mon père, Richard, s'avança dans la lumière, sûr de lui, comme un homme convaincu que le micro lui appartenait encore. Il n'avait pas encore compris à quelle vitesse une salle peut changer d'avis. Je posai mon verre, sentis le courant s'inverser quelque part hors de vue, et me demandai non pas si le rideau se lèverait, mais qui tirerait le premier. Quand l'histoire commence à fuir du mur d'en face, Briarwood Hall cesse de leur appartenir. Et pour la première fois de la soirée, j'eus l'impression d'être entré dans une maison prête à m'écouter frapper. Richard m'intercepta à mi-chemin du bar, un verre à la main, son sourire piquant comme toujours. Toujours derrière le comptoir, fiston, lança-t-il assez fort pour s'approprier l'air. Je ne répondis pas. Je passai devant lui et m'arrêtai face aux bouteilles alignées en parfaite symétrie. Le barman, jeune, les joues rougies par le soleil, leva les yeux. Je fis un signe vers les étagères, d'où vient votre tequila? Il sourit, Riverstone Spirit, Seattle. Le meilleur blanco qu'on ait jamais eu. Pur et lumineux. Bien, dis-je doucement. J'en suis le fondateur. Il se figea. Puis ses yeux s'écarquillèrent, un grand sourire éclata. Incroyable. On sert votre tequila tout le temps. Les mots portèrent plus loin qu'il ne l'imaginait. Un silence discret se répandit, une onde à la surface du verre et des conversations. Derrière moi, la voix de mon père s'éteignit à mi-souffle. Je me retournai juste assez pour voir sa main s'arrêter, le verre tremblant. La lumière du lustre se brisa sur son visage en éclats de fierté blessée. Une demoiselle d'honneur chuchota, « Attends, c'est lui? Le type de l'article ?» Son ami sortit son téléphone, le barman qui a bâti un empire de spiritueux. Elle lut le titre à voix haute, comme un verdict. Ma mère apparut, rapide mais digne, Ethan. Elle s'arrêta, trébuchant sur mon vrai nom. « S'il te plaît, n'humilie pas ton père. » Je ne l'ai pas fait, répondis-je calmement. J'ai seulement confirmé ce qui est écrit sur la bouteille. Richard ne dit rien. Ses doigts blanchirent autour du verre. Des années durant, il avait parlé pour tous. Ce soir,
même son silence faisait plus de bruit que sa voix. Le barman, toujours souriant, ajouta « Votre tequila, c'est du vrai ». Les mots retombèrent plus lourdement qu'il ne l'aurait cru. Tous les regards convergèrent vers mon père, attendant sa mesure, une réplique qui ne vint pas. Et pour la première fois depuis des années, il n'en eut aucune. Le rire qui emplissait jadis chaque pièce où j'entrais ne se termina pas dans une dispute, il s'éteignit, faute d'air. Quand je me levai, la bouteille de Riverstone Blanco attrapa un éclat de lumière, mon logo brillait comme une signature calme, définitive. Je n'avais plus rien à expliquer. La vérité avait parlé pour moi. Et je pensais, quand une étiquette en dit plus qu'une vie de mots, quelle histoire leur reste-t-il? Au dîner, la salle avait changé. On m'avait placé au bout, presque hors du plan. Mais maintenant, l'espace autour de moi se remplissait. Les chaises se rapprochaient, les conversations se penchaient vers moi. Sur la piste, Émilie et Andrew terminèrent leur première valse. Les applaudissements furent plus faibles, dispersés. Les regards passaient d'eux à moi, puis vers le coin où mon père restait immobile. Ma mère, Linda, se pencha vers lui, murmura quelque chose de tranchant. Il ne répondit pas tant Margaret arriva la première, parfum lourd, sourire d'apparat. « Ethan, mon cher, on a toujours su que tu ferais quelque chose de toi, dit-elle trop gaiement. »« Étrange, répondis-je, vous n'avez jamais demandé quoi. » Son sourire se figea. Quelques invités saisirent l'ironie, et le murmure enfla. Le regard de mon père traversa la table comme une lame, mais je le soutins juste assez longtemps pour qu'il comprenne que je n'avais plus 12 ans. Puis un son fendit les conversations, une vidéo, le rire d'un témoin, l'ivresse plus forte que la prudence. Sur le petit écran, la publicité de Riverstone Spirit emplit la salle, ma voix sur les alambics de cuivre derrière moi. Le barman avait dû leur dire. Andrew voulut éteindre, trop tard, l'étincelle avait pris. C'est lui, souffla quelqu'un. Le type. De l'autre côté, le sourire de ma mère vacilla. La main de Richard se crispa sur sa fourchette. Émilie vint près de moi. Je ne savais pas, dit-elle bas. Pour tout ça. Je sais, répondis-je. Tu n'as jamais demandé. Son visage se troubla, la culpabilité et la lucidité s'y croisant. Andrew l'appela, elle repartit, le bouquet tremblant. Un toast éclata à une autre table, à l'entrepreneur de la famille. Des rires polis suivirent, secs, incertains. Richard resta assis, les jointures pâles, le regard fixé sur la nappe. Je ne souris pas. Je ne bougeais pas. Je restais simplement là, dans cet espace qui m'avait rejeté, laissant le silence se remodeler autour de la vérité. La hiérarchie de la salle s'était inversée en moins d'une heure. Pendant des années, la voix de mon père, Richard, avait dicté qui comptait et qui ne comptait pas. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était écouter des inconnus prononcer mon nom. Quand le dessert fut annoncé, je me levai, redressai ma veste et croisai mon reflet dans le verre de vin devant moi, clair, immobile, inébranlable. L'histoire avait changé de main, et tandis que je marchais vers la terrasse, je sentais encore leur regard me suivre, plein de confusion et de cette sorte de stupeur silencieuse que l'on réserve à la découverte de sa propre erreur. À l'intérieur, sous le lustre, Richard était toujours assis, son royaume intact mais vide, son silence si lourd qu'on aurait pu s'y noyer. Pour la première fois, je ne me retournai pas. Le ciel au-dessus de Briroud avait pris la couleur d'un champagne oublié trop longtemps dans un verre. Le groupe se tut lorsque Richard monta sur l'estrade de bois. Les lumières se penchèrent vers lui, captant les reflets gris de ses tempes, l'or de ses boutons de manchette, la posture d'un homme convaincu que la pièce lui appartenait encore. « Je suis fier de ma fille », commença-t-il, levant son verre. Les mots sortirent avec une chaleur étudiée, sa voix assez profonde pour porter dans l'air du vignoble. Un instant, cela sonna comme tous les autres toasts qu'il avait jamais prononcés, contrôlés, mesurés, conçus pour susciter des applaudissements. Mais le rythme chancela autour de la table. Les écrans s'allumèrent les uns après les autres, comme de petites flammes dans la nuit. La lueur d'une douzaine de téléphones éclaira les visages, des bouches chuchotant derrière des serviettes. Quelqu'un à l'avant se pencha, c'est vrai? Un autre vérifia le titre. J'observais depuis ma chaise au fond, à moitié dans l'ombre, un verre à la main. Chaque scintillement de lumière était un nouveau résultat de recherche. Les mots « Riverstone Spirit » s'affichèrent sur les écrans, suivis de « Ethan fondateur ». Les murmures prirent de la vitesse, la salle se mit à respirer autrement. Richard continua,
tentant de devancer le bruit, la fierté d'un père. Il ne termina pas. Un cousin du côté d'Andrew lança d'une voix claire, « Et votre fils, alors ?» Celui qui a créé cette marque de tequila, Stone Spirit. Un frisson sonore parcourut la pièce, comme un tissu qui se déchire. La bouche de Richard s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il cligna des yeux, partagés entre la colère et l'incrédulité, puis força un rire qui se brisa en plein souffle. « Je ne sais pas à qui vous parlez, » dit-il enfin, son sourire s'effondrant autour de ses dents. « Vous devez me confondre. » Même le groupe ne fit pas semblant de réaccorder ses instruments. Le silence était chirurgical. Je bus une gorgée de champagne, les bulles douces sur ma langue, et laissai la scène se dérouler. À une table voisine, quelqu'un laissa échapper un cri. Une courte vidéo commença à tourner sur le téléphone d'un invité, le moment au bar plus tôt dans la soirée, le sourire du barman, ma voix disant « C'est moi le fondateur ». La légende en dessous, quand le barman de la famille possède la marque de tequila. En quelques secondes, elle était partout. L'air se remplit du léger bourdonnement des notifications. La lumière des écrans se reflétait sur les verres et les couverts d'argent, transformant le mariage en théâtre de lumière et d'incrédulité. Richard la vit. Il se vit cadré dedans le père suffisant, la risée publique. Sa main trembla. Les microsecondes de fierté cédèrent à la fureur. Il serra plus fort le micro, ses jointures blanchissant. « Assez, dit-il, mais personne ne détourna le regard. Il jeta le micro sur le pupitre, le grincement strident déchirant musique et rire. Son verre se renversa, le liquide doré se répandant sur son costume. Linda accourut, murmurant son nom, mais il repoussa sa main. « Je ne serai pas humilié dans ma propre famille, siffla-t-il. Les caméras captèrent tout. Il se retourna, quitta la scène d'un pas furieux, et la foule s'écarta comme l'eau. Le bruit de ses pas résonna plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je ne bougeais pas. Je regardais seulement son ombre disparaître sous l'arche menant au parking, l'image d'un homme tentant de fuir la vérité. Ma mère resta figée quelques secondes, agrippant l'ourlet de sa robe comme si le tissu pouvait la maintenir debout. Puis ses yeux balayèrent la salle, voyant ce qu'il refusait de voir, la pitié, les murmures, les regards de côté. Elle serra les lèvres, le masque se fissurant. « Excusez-moi », murmura-t-elle, avant de le suivre. Le groupe hésita, ne sachant pas si le spectacle était terminé. Andrew se leva pour calmer la confusion. Emily, sa robe brillant sous les projecteurs, me regardait, le regard affolé entre moi et le pupitre vide. Elle traversa la salle plus vite que je ne l'aurais cru. « Qu'est-ce que tu as fait ?» lança-t-elle. « Rien, répondis-je. Je n'ai rien fait. Je les ai juste laissés voir. » Elle me fixa, comme si elle voulait y croire sans y parvenir. Son mascara commençait à couler, une ombre fine sous ses yeux. « C'est ton père, dit-elle. »« Je sais, répondis-je doucement, et j'ai cessé de mentir pour lui il y a longtemps. » Un téléphone sonna, puis un autre. La lumière pulsa sur les tables comme un battement de cœur. La vidéo avait dépassé le mariage. Les notifications s'empilaient plus vite que les serveurs ne pouvaient remplir les verres. Les rires montèrent à nouveau, pas ceux qui flattent, mais ceux qui brisent le sacré. Quand je quittai la table, l'air de la nuit semblait plus pur. Le vignoble s'étendait sous les étoiles, les rangées de vignes capturant la dernière lueur des lanternes. Derrière moi, j'entendais encore le bruissement des conversations, le froissement de la soie, le lent effondrement du scénario familial. Je ne ressentais pas de triomphe, seulement du calme, car parfois, le silence est la seule arme qui ne laisse pas de sang. Au matin, l'extrait du mariage comptait plus de 620 000 vues. Quelqu'un l'avait tagué, « Quand l'orgueil rencontre la preuve ». Le nom de mon père apparaissait à côté du mien. Je ne partageais rien, ne commentais rien. Je n'en avais pas besoin. Quand un mensonge finit par se noyer, l'éclaboussure est toujours la plus bruyante à la maison. Qui, dans cette maison, oserait me regarder dans les yeux en premier ? 4 jours plus tard, Raleigh semblait un autre monde. Le mariage était devenu un titre, puis une rumeur, puis un silence. Celui qui se cache derrière la honte. Je trouvais un café tranquille en centre-ville, mur de briques et jazz, d'où le genre d'endroit où personne ne remarque un homme assis seul. Andrew Cole était déjà là, veste retirée, 2 cafés sur la table. « Merci d'être venu, dit-il. » Sa voix portait cette politesse incertaine de ceux qui ne savent pas s'ils sont amis ou témoins. Il fit glisser une enveloppe brune vers moi.
Un bruit sec contre le bois. Il faut que tu vois ça, dit-il. À l'intérieur, des emails imprimés, des captures d'écran, des fils de messages. Mon nom sautait aux yeux, entouré de mensonges. Ethan est en difficulté. Il est endetté. Il passe d'un bar à l'autre. Des lignes écrites avec la ponctuation soignée des phrases de Richard. Mes yeux allaient plus vite à mesure que je lisais, des échanges avec des cousins, des contacts professionnels, même avec Linda. Un message à la mère d'Andrew, ne parle pas d'Ethan à Emily. Il ne va pas bien. Cela gâcherait son bonheur. Un autre, pire encore, accompagné d'une photo de moi pendant une installation à la distillerie, chemise sale, légendée, encore un échec. Pauvre garçon, il essaie pourtant. Les emails remontaient à 6 ans. Tout un récit soigneusement fabriqué. Chaque rumeur qui m'avait atteint avait désormais un auteur. Je levai les yeux. Andrew me regardait, nerveux. Il les a envoyés à tout le monde, dit-il. Il a dit à ma famille, avant les fiançailles, que tu étais instable, que tu viendrais sûrement ivre au mariage. Je l'ai cru. Je me renfonçai dans ma chaise, le poids des papiers dans ma main. Et pourtant, tu dis que tu m'as recherché. Il hocha la tête, la honte claire sur son visage. Oui. Je vérifie toujours les gens. C'est mon travail. Mais quand j'ai vu qui tu étais vraiment, j'ai compris que je faisais partie de quelque chose de mal. Il n'exagérait pas, il inventait. Je ne répondis pas. Je continuai de lire. Un courriel me transperça, un message de Richard à un investisseur de Denver, le mettant en garde contre le fait de rejoindre mon tour de financement. Peu fiable. Ne termine jamais ce qu'il commence. Ma gorge se serra. Je pouvais presque entendre le ton, la même voix qui m'avait prêché toute ma vie sur le succès et l'image. Andrew passa une main dans ses cheveux. Il m'a dit un jour qu'il protégeait le nom de la famille, dit-il, mais ce n'était pas ça. Il se protégeait de toi. Le bruit du café s'effaça en un bourdonnement. Des tasses tintaient. Quelqu'un riait près du comptoir. Dehors, les voitures passaient dans la lumière du matin. Je tournai une autre page et vis les messages de ma mère, écho des siens, c'est un bon garçon, juste perdu. Nous essayons de ne pas en parler. Pendant des années, il ne m'avait pas seulement effacé, il m'avait réécrit en fable morale. Pourquoi me montrer tout ça maintenant, demandai-je. Andrew hésita. Parce que j'étais complice. Et parce que tu mérites de voir l'ampleur de ce qu'il a bâti sur ton dos. Il poussa une autre feuille. Celle-là, tu dois la connaître. L'impression montrait un échange avec mon concurrent de Denver, Richard y offrait des informations de marché en échange d'un contrat de conseil, un contrat créé uniquement pour bloquer l'accord de distribution de mon entreprise. Il ne voulait pas seulement t'effacer, dit Andrew. Il voulait te faire disparaître. Je repliai les pages dans l'enveloppe, le pouls calme. La colère aurait été facile, mais elle paraissait trop petite à côté de la clarté que je ressentais. Il a essayé de m'effacer, dis-je enfin. Et il a presque réussi. Andrew hocha la tête. Je ne sais pas si cela t'aide, mais je suis désolé. J'ai pris ton silence ce soir-là pour de l'arrogance. Maintenant je crois que c'était du contrôle. Peut-être les deux, répondis-je. Nous restâmes un moment assis, le poids de tout cela entre nous. Dehors, la lumière du soleil frappait la vitre si fort qu'un reflet traversa la table et vint se poser sur l'enveloppe, comme un seau. Andrew se pencha en avant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardai les papiers, puis lui. La même chose que j'ai toujours faite, dis-je. Laissez la vérité se défendre seule. Il a construit ce mensonge un courriel à la fois. Je le détruirai en une seule livraison. Il ne demanda pas ce que je voulais dire. Il n'en avait pas besoin. Je me levai en glissant l'enveloppe dans la poche de ma veste. Les derniers mots d'Andrew me suivirent jusqu'à la porte. Parfois la vérité ne compte que si celui qui l'a enterrée doit la lire. Avant de quitter la lumière qui tombait sur la rue étroite, je me retournai et dis, je sais exactement sur quel bureau elle doit atterrir. La porte se referma derrière moi, la clochette tinta, un son clair et pur. Le bruit du café l'engloutit aussitôt. Sur la route du retour vers Asheville, le vent pressait contre les vitres, constant et insistant. L'enveloppe reposait sur le siège passager, plus lourde qu'elle ne l'aurait dû. Devant, la route se courbait vers la maison, vers le bureau où Richard croyait encore que sa parole faisait loi. Je ne rentrais pas pour me venger. Je rentrais pour rétablir l'équilibre,
car les histoires pourrissent seulement quand on laisse les fenêtres fermées. Quand les vignes réapparurent, le soleil était déjà assez bas pour enflammer les bouteilles au loin. J'accélérai, l'enveloppe en sécurité à mes côtés, songeant à la seule question qui comptait, maintenant que le mensonge serait enfin entre ses mains, oserait-il le lire? La maison paraissait plus petite que dans mon souvenir, affaissée sous le ciel gris de Caroline du Nord. L'air sentait le bois humide et quelque chose de vieux qui refusait de partir. Je frappai une fois et entrai. Les murs n'avaient pas changé portrait, récompense, l'écho d'un homme qui avait bâti son monde sur les apparences. Richard était assis derrière son bureau en noyer, ses lunettes glissées sur le nez. La lampe projetait un cercle chaud sur les papiers étalés devant lui. Il ne leva pas les yeux avant que j'aie parcouru la moitié de la pièce. Alors seulement, il dit, « Tu as décidé de venir. » Je posai l'enveloppe manie sur son bureau. « Tu devrais lire ça. » Il ne la toucha pas. « Qu'est-ce que c'est encore? Une autre tentative pour me faire passer pour le méchant? » « C'est ce que tu as écrit, » répondis-je calmement. « Pas ce que quelqu'un d'autre a dit. À toi de voir si ça sonne encore vrai. » Il s'adossa, bras croisés. « Tu as ruiné le mariage de ta sœur. Tu nous as tous ridiculisés. » Je soutins son regard. « Non, je suis venu, et la vérité a parlé plus fort que ta version de moi. » Sa voix se durcit. « J'ai passé ma vie à préserver le nom de cette famille, et tu es devenu la seule chose que je ne pouvais pas contrôler. » Il se leva, la main à plat sur le bureau. « J'ai tout sacrifié pour protéger cette famille. » Je sortis une seule feuille de l'enveloppe et la posai devant lui, son courriel à mon investisseur de Denver, celui qui m'avait fait perdre un contrat des années plus tôt. Il lut la première ligne avant de détourner les yeux. « Je l'ai fait pour la famille, » murmura-t-il. « Pour la famille, » répétai-je. « Tu as effacé ton fils pour protéger un nom. » Sa mâchoire se crispa. Il saisit un stylo, le serra si fort qu'il tremblait. Je refermai l'enveloppe et la fis glisser vers lui. « Je ne te laisserai plus raconter qui je suis, » dis-je. « Je ne suis pas venu chercher le pardon. Je suis venu te rendre ce qui t'appartient. » Il ne répondit pas. Derrière lui, la maison craqua dans le silence. Ma mère, Linda, apparut à la porte, la voix fragile, « Ethan, s'il te plaît. » Tout le monde a juste mal compris. Je me tournai vers elle. Personne n'a mal compris. Ils ont juste cru celui qui criait le plus fort. Je sortis sans me retourner. Le bruit du stylo frappant le bureau me suivit dans le couloir. Dehors, l'air était frais, le vent glissant entre les chênes. Pour la première fois, je me sentis léger. Pas victorieux, juste libre. Il pouvait garder la maison, le nom, le silence. J'en avais fini de vivre à l'intérieur. 9 mois plus tard, la lumière de Nashville traversait la vitre de mon nouveau bureau. Au mur, une photo encadrée de Seattle, le jour où nous avions ouvert la première distillerie Riverstone. Tout le monde souriait, en sueur, vivant. Ma boîte mail vibra, un article intitulé « L'homme qui a redéfini les spiritueux artisanaux. 34 États, de nouveaux partenariats, une croissance record. » Je fermai l'onglet avant la fin. Je n'avais pas besoin d'éloges pour savoir que nous avions réussi. Un message d'Emily apparut, « Je suis désolé d'avoir cru ce qu'on m'a dit. » Je répondis, « Sois juste honnête désormais. » C'est suffisant. Puis arriva un mail d'Andrew, une photo de son nouveau-né, rougeau et parfait. Son deuxième prénom est Ethan. Je pensais que tu devrais le savoir. Je la regardai longtemps, sans savoir quoi ressentir, puis souris et éteignis l'écran. À midi, le service juridique m'envoya une demande d'un petit cabinet d'Asheville pour un contrat de licence avec Riverstone. Le nom au bas du message, Laura, ma cousine, celle qui avait ri le plus fort cette nuit-là. Je tapais un seul mot, refusé. Plus tard dans la journée, je validai un virement, la Boursaille, destiné à financer les études hôtelières d'enfants sans moyens. La ligne de signature portait le nom de mon père, pas le mien. Je voulais réécrire son héritage, pas l'effacer. Une semaine plus tard, une lettre arriva. Pas d'adresse d'expéditeur, un seul mot à l'intérieur, pourquoi? Je restai assis près de la fenêtre, le soleil couchant s'étalant sur le bureau, la lumière accrochant la courbe d'une bouteille de Riverstone Blanco. Parce que l'héritage, dis-je à voix haute, ce n'est pas ce qu'on laisse derrière soi. C'est ce qu'on construit tant qu'on est encore là. Je versai un petit verre, la tequila dorée pâle, et la laissai reposer entre mes mains. Dehors,
Nashville vibrait, vivante, indifférente. Je pensais à ma famille, au déni tranquille de ma mère, au silence de mon père, aux excuses tardives de mes sœurs. Il restait mon sang, mais plus ma direction. Je bus une gorgée, pure et douce, en regardant la lumière jouer dans le verre. Je n'avais plus besoin de gagner. J'avais seulement besoin de vivre sans permission. Si quelqu'un me demandait encore s'ils étaient ma famille, je répondrais oui. Mais ils ne font plus partie de l'histoire que j'écris désormais. Parfois, la vérité la plus difficile à affronter n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que tu les as laissés te faire croire. Pendant des années, j'ai laissé le silence écrire mon histoire. Mais en quittant cette maison, j'ai compris que la paix ne vient pas de prouver que les autres ont tort. Elle vient du refus d'être définie par le mensonge. Si tu as déjà été celui qu'on a effacé, ignoré ou réécrit, j'espère que mon histoire te rappellera que tu peux toujours reprendre le stylo. L'héritage ne se construit pas avec l'approbation. Il se construit avec la persévérance, avec le courage de se présenter quand même. Et si tu es encore là, à lire jusqu'ici, merci d'avoir écouté. Laisse un mot dans les commentaires ou dis-moi d'où tu regardes. Je les lis tous, parce que des histoires comme celle-ci ne m'appartiennent pas seulement. Elles appartiennent à tous ceux qui ont un jour décidé que la vérité suffisait. N'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à marcher avec moi à travers ces histoires où le silence se brise, la fierté tombe et l'honnêteté finit par triompher.